Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Avant de commencer, laissez-moi vous souhaiter, en tout cas pour ceux qui le fêtent, un très joyeux Noël. Et mon cadeau pour Noël, bon, je vous avais dit que j'essaierais de trouver des vidéos pas très anxiogènes, un petit peu miracle, esprit de Noël. C'est pas, ça n'a pas été possible, mais je vous avais quand même promis d'essayer de trouver un truc pour faire plaisir à la majorité. Et après ma vidéo de dimanche dernier sur Rosemary Baby, vous avez été nombreux à me demander de faire le symbolisme caché dans Leave the World Behind, le film actuellement sur Netflix, produit, pour ceux qui l'ignoreraient, par Barack et Michelle Obama, ce qui en dit très long sur la symbolique, les messages, etc., etc. Tout ce que nous adorons. Et voilà, c'est mon cadeau. Je sais, il y a mieux, mais au moins je suis là et on est ensemble. Alors, pour ceux qui sont pas du tout adeptes du symbolisme, qui comprennent pas pourquoi ni comment, et qui ont tendance à penser que c'est un petit peu des élucubrations du luberlu, sachez que les films au cinéma sont des œuvres d'art complexes, qui transcendent souvent leur simple objectif de divertir. Ils sont des moyens d'expression artistique qui véhiculent des idées, des émotions et, n'en déplaise à certains, des messages profonds. La présence de symbolisme dans les films est incontestable et indiscutable. Et cela se reflète même dans le fait que cette dimension symbolique est même étudiée à l'école. Donc pour ceux qui sont à te dire mais n'importe quoi, un film c'est un film, il n'y a rien derrière, faut arrêter vos bêtises, eh bien sachez que non. Et c'est pour ça que c'est comme dans les livres, hein, c'est comme, voilà, il y a un projet derrière, il y a les idées de la personne qui produit, du créateur. Généralement quand en plus c'est tiré de livres, bon mais forcément tu as le message de l'auteur. Donc voilà. Et le film qui nous intéresse aujourd'hui, produit donc par Barack et Michelle Obama, traite l'effondrement total de l'Amérique de l'intérieur. Et à travers le symbolisme, le film cherche en réalité à nous faire penser que l'Amérique mérite cet affrontement. Alors je vais vous faire un aperçu du film et des messages perturbants qu'il dissimule. Je sais que beaucoup de personnes, alors généralement qui regardent un petit peu les films en mode spectateur passif, ce qui se conçoit, hein, j'entends, seront passés à côté, auront trouvé le film débile, n'auront pas vu le sens. J'ai lu et j'ai vu, beaucoup d'entre vous m'ont envoyé des vidéos qui avaient circulé sur TikTok avec des gens qui avaient déjà débunké. Je suis d'accord, je suis pas d'accord. J'ai essayé de pas regarder trop de trucs parce que je veux ma propre analyse et pas être influencée par des idées que j'avais pas forcément. Petit disclaimer, avertissement, spoiler apocalyptique à venir. Si vous n'avez pas vu les films, si ça vous dérange de connaître des détails, voire éventuellement la fin, un conseil, attendez de voir le film avant de regarder cette vidéo. Pour les autres, accrochez votre ceinture, vous allez voir. Je pense que tout est dit et c'est maintenant, on y va. Ah oui, aussi d'ailleurs, avant de commencer, parce que je vous le disais, j'ai reçu beaucoup de vidéos, beaucoup d'articles. Il y en a un en particulier que j'ai lu parce que je l'adore, d'ailleurs je le cite très souvent dans mes vidéos. Il s'agit du site Vigilant Citizen qui en a parlé et j'avoue qu'on s'est rejoint sur de très nombreux points. Donc regardez Leave the World Behind est une expérience misérable. Comme de nombreux autres spectateurs, moi personnellement, ça m'a rendue anxieuse et angoissée. Bien que je comprenne que c'est un peu le rôle des films à suspense, que c'est censé te causer des angoisses, des frayeurs, etc. Et que c'est loin d'être le genre qui procure une excitation et où tu finis par te sentir vivant. Là, il y a eu une couche un feeling que personnellement, même dans les films thrillers à haut suspense, je me suis pas sentie comme ça avec cette gêne indéfinissable parce que pour vous dire la vérité, ce film, pendant que je le regardais, moi personnellement, je me suis sentie morte à l'intérieur, mais vraiment, car il n'y avait aucun plaisir ni divertissement dans ce film, juste
le sentiment viscéral que eux essaient clairement de nous dire quelque chose. Leave the World Behind est extrêmement similaire, enfin de mon avis, de mon opinion, à Contagion, le film qui était sorti pendant la pandémie et qui clairement annonçait la pandémie. Il veut exposer le monde à un scénario qui pourrait facilement se dérouler dans la vraie vie. Et c'est à peu près tout. Parce que sinon, honnêtement, il peine à se qualifier en tant que film. Vous allez voir, la fin, moi ma mère aurait dit, c'est une fin en queue de poisson. Bon, c'est un peu le cas. L'histoire, ouais, mais voilà, tout est vraiment, je vous le dis, dans la symbolique. Il n'y a pas de véritable intrigue, pas de grande évolution des personnages et absolument aucune résolution. Juste un sentiment croissant de terreur alors que nous regardons des personnages très antipathiques de surcroît, enfin en tout cas moi j'ai accroché avec aucun personnage, réaliser à quel point ils sont inutiles et impuissants. Bon, c'est sûr que Barack et Michelle Obama, c'est pas à moi qui vont confier la commercialisation du film. Alors que nous pourrions tout bonnement et tout simplement ignorer ce film abrasif sur l'effondrement social total, il y a un fait à son sujet qui mérite absolument toute notre attention. Je le répète, ce film a été produit par d'anciens dirigeants du monde libre, Barack et Michelle Obama. Et à en juger, les amis, par les messages tissés dans ce film, on peut vraiment se demander qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez eux. Ce film est le premier film d'ailleurs, produit par Barack et Michelle Obama, grâce à leur société de production Higher Ground Production. L'ancien président et la première dame des États-Unis ne se sont pas contentés de financer le film de loin. Ils ont été personnellement impliqués dans sa réalisation. Dans une interview avec Vanity Fair, le réalisateur, Sam Esmail, a déclaré « Le président Obama a mis le roman dans l'âme sur la liste de lecture estivale de 2021 et offrait à Esmail des réflexions sur le scénario. » Il faut savoir que pour ce besoin, le cinéaste avait essentiellement accès à l'un des experts mondiaux les plus expérimentés en matière de gestion de crise. Je vous lis cet extrait d'interview parce que c'est très important pour bien que vous saisissiez jusqu'où ils sont allés dans les détails. Dans les premières versions du script, j'ai définitivement poussé les choses beaucoup plus loin que dans le film. Et le président Obama, ayant l'expérience qu'il a pu me ramener un peu sur terre quant à la façon dont les choses pourraient se dérouler dans la réalité. J'écris ce que je pense être de la fiction, pour la plupart en tout cas, j'essaie de le garder aussi proche de la réalité que possible, mais j'exagère et dramatise. Et malgré tout, comprenez, le fait qu'il exagère et qu'il dramatise, l'ex-président Barack Obama lui a dit qu'il était loin de la plaque sur quelques détails. Il a dit encore dans son interview « Je pensais que j'étais loin du compte. Le fait qu'il ait dit cela m'a foutu une sacrée trouille. » Voilà. Je pense que le décor est planté. Bien que cet article de Vanity Fair se répande, vous vous en doutez bien, en éloge sur la contribution d'Obama au film, un examen approfondi des messages qu'il contient est une véritable source d'inquiétude. Je vais le dire franchement, ceux qui sont derrière le film ne semblent clairement pas aimer l'Amérique ou le grand public, en tout cas du tout. À travers le symbolisme, le film nous dit que les États-Unis doivent payer pour ses péchés. De plus, sa population est bien trop idiote et conditionnée pour remédier à quoi que ce soit, ce qui apparaît de manière flagrante d'entrée de jeu. Alors, attention, petite parenthèse avant de poursuivre, parce que j'ai pas envie de lire ça dans les commentaires. Faites le distinguo entre la politique américaine et la population américaine. C'est important. Personne n'est d'accord aux États-Unis avec la politique qui se joue. Il faut savoir que le taux d'abstention des votes américains, il y a seulement, je crois, 35% des Américains qui votent. Donc attention, ne prenez pas des raccourcis, genre ils méritent, parce que les peuples, c'est les peuples, et je pense que les Français le savent mieux que personne. Ta politique n'est pas forcément représentative. Alors, parce que les Obama sont clairement des instruments de l'élite sombre, rien de tout cela ne devrait surprendre. C'est un fait. Le démantèlement des États-Unis de l'intérieur et la démoralisation de l'humanité dans son ensemble sont les principaux objectifs des mondialistes que ce couple emblématique représente.
Pour mettre leur vision insensée à l'écran, les Obama ont donc engagé le réalisateur Sam Esmail, qui s'est spécialisé dans le divertissement financé par l'élite. Avant Leave the World Behind, Sam Esmail a dirigé la série Homecoming. Je ne sais pas si elle a été diffusée en France, mais rien que le signe évident de l'œil unique sur ces images promotionnelles vous indique clairement pour qui il travaille. Le fait qu'il ait littéralement donc travaillé pour les Obama est une autre indication. Alors quel message les Obama et Esmail essaient-ils de transmettre dans Leave the World Behind? Dans l'interview, d'ailleurs, de Toujours de Vanity Fair, Esmail a déclaré « Ce n'est pas vraiment un film à message, c'est plutôt une réflexion sur où nous en sommes en tant que société. Mais s'il y a un message, c'est un avertissement. » Alors examinons cela, les amis, avec beaucoup plus d'attention. Alors, dès le début, les téléspectateurs se rendent compte qu'ils vont assister à quelque chose de toxique. Une femme nommée Amanda Stanford, interprétée par Julia Roberts, soit dit en passant qui était l'une de mes actrices préférées quand j'étais plus jeune, dit à son mari qu'elle en a assez du monde et qu'elle veut s'éloigner un moment, qu'elle veut partir en vacances, se mettre au vert, qu'elle en peut plus. Et dans l'une des premières images du film, les téléspectateurs sont mis au courant de la véritable nature de ceux qui sont réellement derrière. Regardez simplement cette image. L'avez-vous vu? C'est flagrant. Je ne pense pas qu'on puisse faire plus flagrant. Il y a 3 6 dans cette image. De gauche à droite, le 6 blanc sur la tasse, la grande aiguille pointant vers le numéro 6 sur l'horloge et à droite, le numéro 6 sur l'autre horloge. Les autres chiffres sur cette dernière horloge ont été soigneusement cachés pour rendre les choses encore plus évidentes. Et si vous pensez que cela va trop loin, accrochez-vous les amis, car ce n'est que le début. J'ai rarement vu un film où la symbolique était si évidente. Vraiment, j'ai pas eu à creuser des masses. Vous comprendrez bientôt que le film encourage les téléspectateurs d'ailleurs à faire attention aux détails dans les décors, car ils sont souvent intégrés de détails symboliques. Après ce salut symbolique à l'élite, Amanda regarde par la fenêtre et prononce la devise de l'élite, à savoir « Je déteste les gens » avec un mot ordurier que je ne peux pas dire sur YouTube parce que maintenant, YouTube te strike pour un oui, pour un non. Elle est clairement, probablement, une admiratrice de l'agenda de dépopulation de l'élite. Et donc après cette scène qui en dit déjà, admettez-le, assez long, place au générique d'ouverture. Une séquence d'images qui pourrait être prise pour le début d'un film de propagande anti-américaine. Les drapeaux américains à l'envers représentent clairement la chute des États-Unis en tant que nation. Les statues de la liberté à l'envers représentent clairement la chute de la liberté et des valeurs américaines en général. Après l'imagerie anti-américaine vue ci-dessus, on nous rappelle que ce film a été produit par Barack et Michelle Obama. Mais bon, et clairement, je ne suis pas convaincue que ces gens soient clairement de notre côté, les amis. Ensuite, un grand œil unique nous rappelle que c'est bel et bien une production de l'élite occulte. Le générique d'ouverture résume tout le message du film. L'élite veut détruire l'Amérique de l'intérieur parce qu'elle le veut, vous le savez, je l'ai démontré dans de nombreuses de mes vidéos, un gouvernement mondial. Mais malheureusement, il reste encore environ 2 heures de film et nous allons le passer à écouter un nombre très limité de personnages, ce qu'on appelle en français un huis clos, parler de leur incompréhension de la situation. Le film, clairement, vise à transmettre un sentiment d'isolement associé à un cas aigu de fièvre cabine. Alors, fièvre cabine, c'est une expression que je viens de traduire littéralement, mais c'est claustrophobie, voilà. Car presque tout le film se déroule à l'intérieur d'une maison où les gens perdent lentement pied. La maison est tellement importante dans le film qu'on peut la considérer comme un personnage à part entière. Vous vous souvenez quand l'élite a enfermé tout le monde chez eux et les a terrifiés par les médias pendant la pandémie? Bon, vous ferez bien de croire qu'ils veulent que cela se reproduise. On le sait, je ne vous apprends rien. Mais alors là, pour le coup, l'ambiance y est, le new futur, quoi. Ce film nous ramène directement à cet état d'esprit malsain. Peu de temps après leur arrivée dans cette maison, les Stanford découvrent qu'il se passe quelque chose de profondément
anormales dans le pays. Un reportage de CNN sur une cyberattaque majeure se déroulant à travers le pays est diffusé sur l'écran de télévision. Face à une crise en cours, on s'attendait bien évidemment à ce que l'homme de la maison et le chef de famille prennent en charge la situation. Bon, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Son personnage d'ailleurs, à cet homme, se résume parfaitement en 3 mots. Le nouvel homme inutile. J'ai dit plus de 3 mots, mais on se comprend. Le chef de famille, déjà, s'appelle Clay. Alors, comme vous le savez peut-être, Clay est un prénom typiquement américain, mais il veut dire ce qu'il veut dire, hein. C'est de l'argile. Et donc l'argile est aussi un matériau terrestre qui peut être modelé sous n'importe quelle forme lorsqu'il est mouillé. Eh bien, notre homme, Clay, a été façonné par la société moderne pour être faible, paniqué et totalement inutile face à une crise. À un moment donné, dites-vous qu'il l'affiche carrément. Il dit, je vous sors le dialogue, hein, je n'ai aucune idée de ce que je suis censé faire à ce moment. Je peux à peine faire quoi que ce soit sans mon téléphone portable et mon GPS. Je suis un homme inutile. Et autre petit détail qui a son importance, c'est que vous voyez sur cette photo, pendant la première partie du film, Clay porte un t-shirt de Bikini Kill. Il faut savoir que, comme nous le verrons bientôt, les personnages portent parfois des vêtements hautement symboliques. Bikini Kill est un groupe punk rock féministe. Il a été à l'avant-garde du mouvement Riot Grrrl qui prônait des thèmes tels que le patriarcat, le classicisme, l'anarchisme et l'émancipation des femmes. Le fait que Clay, un homme, porte ce t-shirt symbolise parfaitement qu'il a été dévirilisé, produit d'années d'endoctrinement social qui l'ont même amené à s'identifier à un groupe féministe. Vous le savez, je le dénonce depuis un moment, clairement aux États-Unis, et on m'a confirmé que ça arrivait aussi en France. La confusion des genres est au programme. Encore une fois, une preuve, s'il en fallait plus, qu'il y a quelque chose qui pue au royaume du Danemark. Bien que Clay soit un produit de l'endoctrinement médiatique, il est également spécialisé dedans. Il est professeur d'études médiatiques dans un collège de la ville. Tiens. À un moment donné, d'ailleurs, il décrit un livre écrit par l'une de ses étudiantes qui se trouve, ce fameux livre de son étudiante, décrire le film que l'on est en train de regarder, qui décrit carrément Leave the World Behind dans son ensemble. Il dit à ce sujet à sa femme, son deuxième livre explore comment les médias servent à la fois d'évasion et de reflet, une contradiction qu'elle parvient à concilier. Bien que Leave the World Behind soit censé être une évasion, il est aussi clairement le reflet de la vision du monde de l'élite. Au fur et à mesure que le drame se déroule, Clay commence progressivement à détester sa nature faible. À un moment donné, d'ailleurs, il y a une dame hispanophone qui implore le gars de l'aider car elle a vu des choses effrayantes autour d'elle, elle est seule sur la route, et au lieu d'être un bon féministe et d'aider une autre femme, Clay s'en va en réalisant qu'il est tout simplement un grand lâche et qu'en plus, il l'assume. Sur la photo, alors là, quand la photo a dû apparaître, j'en vois plus d'un qui ont dû bondir sur leur canapé, mais la vérité, c'est que oui, c'était tel quel dans le film. Sur cette photo, les t-shirts des enfants disent « Obéis NASA ». Était-ce un message subliminal de quelque sorte ? Et pourquoi la NASA ? Comme nous le verrons bientôt, le film contient de nombreuses images de l'espace impliquant des satellites et des corps célestes. Rose est la fille de 13 ans de l'homme inutile et de la femme en colère. Elle est le produit d'une génération qui a été pacifiée avec des téléphones et des tablettes. Rose est obsédée par la série Friends. C'est à peu près tout ce dont elle parle pendant la totalité du film. On peut supposer que Rose a passé les années de la Covid à la maison, suivant des cours sur Zoom et regardant les écrans le reste de son temps libre. Confrontée aux angoisses du monde extérieur, Rose, comme de nombreux enfants à travers le monde, a appris à faire face en s'évadant à travers des écrans et en regardant des personnages fictifs vivre leur vie, tandis qu'elle ne vit très certainement plus la sienne. Lorsque la connexion Internet cesse d'ailleurs de fonctionner, elle est la plus bouleversée de toute la famille. À ce moment-là, son seul but dans la vie est de regarder envers et contre tout le dernier épisode de Friends, intitulé d'ailleurs cet épisode The Last One. Compte tenu du fait, les amis, que Matthew Perry est mort dans des circonstances mystérieuses peu de temps avant la sortie du film, les multiples références à Friends sont pour le coup assez sinistres. Archie, le garçon, quant à lui, est un garçon de 16 ans,
typique qui est méchant avec sa sœur et clairement est obsédé par les filles. Bon, rien de neuf, rien de trop choquant, hein, un adolescent. Mais voilà, on le voit prendre des photos d'une des protagonistes portant un bikini, de faire des gros plans. À un moment donné, on voit Archie se faire plaisir en regardant même les photos qu'il a prises en toute indiscrétion. On peut supposer qu'il essayait à ce moment-là dans le film de trouver un substitut au porn, une autre forme d'addiction à l'écran qu'il consommait sans modération avant la fermeture et la coupure d'Internet. Dans le film, les Scott débarquent chez les Stanford, qui en fait, on va l'apprendre d'entrée de jeu, louent leur maison en Airbnb pour la durée du week-end, pour chercher refuge face au chaos qui se déroule. Bien qu'ils soient arrivés dans une voiture chère et habillés de manière très chic, Julia Roberts, donc Amanda Stanford, leur dit tout de go quand ils se présentent comme étant les propriétaires, cela ne peut pas et ne semble pas être votre maison. À ce moment-là, bien évidemment, vous l'aurez compris, un élément de tension raciale est introduit dans le film qui ne fait que s'amplifier au fur et à mesure qu'il va évoluer dans le film. Plus tard, Ruth dira même à son père « Je te demande de te rappeler que si le monde s'effondre, la confiance ne doit pas être accordée facilement à quiconque, et en particulier aux Blancs. » Son père est d'accord avec elle, et clairement, les Obama aussi, car voir le pays divisé est bon pour l'agenda. Les Scott dorment carrément au sous-sol de leur propre maison, un espace qui contient plusieurs objets symboliques. Le plus frappant est le cadre au-dessus de leur lit, qui est présenté de manière prominente à plusieurs reprises tout au long du film. Sachez que l'affiche au-dessus du lit est intitulée United States of Attica, de la peintre et activiste Faith Ringgold. Cette affiche rouge, noire et verte représente une carte des États-Unis sur laquelle sont notées les rébellions indigènes, esclaves et immigrantes, ainsi que d'autres actes de violence survenus dans chaque État américain depuis la fin des années 1700. Cette affiche, vous l'aurez compris, est hautement symbolique pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elle représente visuellement une Amérique divisée tout en la dépeignant comme une nation intrinsèquement maléfique, construite sur la violence et l'oppression. Comme nous le verrons bientôt, un aspect important de Leave the World Beyond est que l'Amérique mérite ce qui lui arrive. Autre fait aussi hautement important, Faith Ringgold a été fortement soutenu par David Rockefeller lui-même. D'ailleurs, il avait même acheté l'une de ses peintures qui s'appelle Black Light Series #10 jusqu'à ce qu'il réalise que les mots, alors je ne vais pas pouvoir les mettre, mais c'est mort. Je vais pas pouvoir le mettre ça parce que ça va très certainement être striké immédiatement. Était incorporé de façon tout à fait odieuse et c'est une version déformée du drapeau américain. Et donc au lieu de cela, parce que soi-disant, en fait, les gens l'ont vu quand il l'a acheté. Parce qu'heureusement, il y a des gens observateurs. Immédiatement, ça fait un scandale. Donc forcément, Rockefeller a dit « Oh non, je veux plus celui-là. Je veux un autre. » D'ailleurs, voici un extrait des mémoires de David D. Rockefeller qui est très pertinent pour le contexte général du film. Certains pensent que nous faisons partie d'un complot secret œuvrant contre les meilleurs intérêts des États-Unis, me caractérisant moi et ma famille comme des internationalistes et conspirant avec d'autres dans le monde entier pour construire une structure politique et économique mondiale plus intégrée, un monde si vous voulez. Si c'est l'accusation, je plaide coupable et j'en suis fier. Donc le gars l'a annoncé. C'est pour ça que ça me fait rire quand il y a plein de gens qui te disent « Ah, conspirationniste, théorie conspirationniste antisémite et blablabla ». C'est dans son livre. Le livre, ça s'appelle « Mémoires de David Rockefeller », écrit par David Rockefeller et tout est dit. Ne vous méprenez pas les amis, l'élite occulte n'est pas du côté des personnes ni de couleur, ni blanche, ni quoi que ce soit. Pas du tout. Mais ils aiment utiliser des personnes issues de minorités influentes qui peuvent clairement servir leur agenda. Ils adorent, surtout ceux qui attisent la haine et la division, tout en promouvant le ressentiment contre l'Amérique. C'est ainsi, d'ailleurs, qu'on détruit un pays de l'intérieur. Et pour s'assurer que leurs points de vue sont amplifiés, ils sont généreusement financés
par l'élite et bénéficient d'une exposition maximale. De manière très appropriée, les Obama représentent exactement ce dont je suis en train de vous parler. Ils ont été portés au pouvoir par des familles puissantes de l'élite et restent très influents jusqu'à ce jour. Leurs œuvres sont généreusement financées par l'élite pour perpétuer et aggraver la division raciale aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que comme nous l'avons vu, comme je vous l'ai expliqué un peu plus tôt, le complot secret travaille contre les meilleurs intérêts des États-Unis. Dans le film, G.H. Scott dit littéralement qu'un de ses clients participe à une réunion annuelle avec le reste du complot maléfique qui dirige secrètement le monde. Le gars en parle ouvertement. Je répète, ce film est coproduit par Obama, qui a voulu avoir un droit de regard sur tous les détails. Cependant, il ajoute qu'il n'y a pas de complot de personnes obscures dirigeant le monde. C'est exactement ce qu'un complot de personnes obscures voudrait que nous pensions. Scott a également ajouté qu'il savait qu'une catastrophe se préparait parce que les marchés bougeaient avant les événements, laissant entendre que certaines personnes étaient au courant à l'avance. La même chose s'est produite le 11 septembre et la même chose s'est produite peu avant la pandémie. Ils nous disent exactement comme ils opèrent, mais je vous l'ai déjà expliqué, c'est une histoire de consentement, c'est une histoire de... Voilà, c'est un peu, pas, on va pas dire obligé, ce serait faux, mais ils annoncent. À de nombreuses reprises pendant le film, nous voyons des plans spatiaux tels que cette éclipse terrestre, vue depuis la Lune, avec un drapeau américain sale. Cette séquence donne à l'attaque immédiatement une dimension extraterrestre. Le film entier documente une attaque rebelle contre les États-Unis. À un moment donné, G.H. Scott décrit les 3 étapes pour renverser le gouvernement de n'importe quel pays de l'intérieur. C'est carrément un scénario. La première étape est l'isolement. Désactiver leur communication et leur transport. Rendre les cibles aussi sourdes, muettes et paralysées que possible, les préparant ainsi à la deuxième étape. Sans téléphone, télévision et Internet, les personnages du film sont complètement perdus, confus et inutiles. Bien que la technologie facilite la vie, en dépendre rend les gens extrêmement vulnérables. Les voitures électriques autonomes peuvent facilement être piratées et contrôlées à distance. Dans ce film, des Tesla ont été utilisés pour bloquer les principales routes, isolant complètement la population. D'ailleurs, mon conseil du jour après avoir vu le film, gardez bien votre bonne vieille voiture à essence qui ne se conduit pas toute seule parce que ça pourrait vous être très utile. La deuxième étape du plan est le chaos synchronisé. Terroriser la population avec des attaques secrètes et de la désinformation. Submerger leurs capacités de défense, laissant leur système d'armes vulnérable aux extrémistes et à leur propre armée. Sans ennemi clair ni motif, les gens commenceront à se retourner les uns contre les autres. Et on peut voir d'ailleurs combien ils ont déjà avancé dans cette voie quand le moindre conflit... Enfin, la tolérance aujourd'hui, j'ai l'impression, la compréhension, l'écoute, c'est tellement rare. Enfin, c'est plus du tout d'actualité, quoi. Dans le film, un représentant de l'Amérique urbaine, qui est joué par Kevin Bacon, fait face au stéréotype du plouc sous un drapeau américain, une nation divisée. Des drones sont utilisés pour larguer des tracts à travers tout le pays. Certains sont en arabe, d'autres en russe ou encore en coréen. C'est de la pure désinformation qui empêche finalement les gens de savoir qui les attaque vraiment. La vérité potentielle, tout cela vient clairement de l'élite. À plusieurs reprises pendant le film, les gens sont paralysés par un bruit assourdissant. Le survivaliste, comme je vous le disais, joué par Kevin Bacon, dit « Ce n'est pas si différent si on y réfléchit bien à ce qui s'est passé à Cuba. Il y a quelque chose, des armes à micro-ondes, comme on les appelle, qui produisent une sorte de rayonnement qui peut être transmis par le son. Des gens ont aussi perdu leurs dents là-bas à Cuba. » Je vous en avais déjà parlé dans certaines de mes vidéos sur le fait que le gouvernement américain maîtrise l'art du contrôle à distance de l'esprit. Ces choses, les amis, sont réelles et ils veulent de plus en plus que nous le sachions. En image, là, vous êtes en train de voir un vrai document
Pour ceux encore, pour les hargneux, les rageux, ceux qui vont pas plus loin que la première page Google, un vrai document gouvernemental sur les effets des armes psychoélectriques sur le corps humain. Archie, qui donc représente le fils et censé représenter les futurs hommes d'Amérique, tombe malade et perd ses dents à cause des attaques. Comme son père, il est lui aussi rendu inutile. Scott continue, dans son speech, à décrire la troisième étape. Si elle est réussie, la troisième étape se produira d'elle-même. Coup d'État, guerre civile, effondrement. Dites-moi pas que si ce film avait été réalisé dans les années 1990, on aurait vu Will Smith qui sautait d'un avion de chasse F-18 et venir sauver l'Amérique avec le fond, l'American drapeau, l'hymne national, les héros, America First. Puis les gens auraient acclamé sous le drapeau et le générique aurait défilé avec une chanson like Matchbox 20, tu vois. Mais voilà, aujourd'hui nous sommes en 2023. Personne ne sauve plus l'Amérique. L'élite veut démoraliser et pré-programmer le monde. Pire encore, le film veut vous faire croire que l'Amérique a mérité. Et vous allez voir comment c'est vicieux. Parce que l'aspect le plus terrifiant du film est qu'il révèle la philosophie fondamentale des Obama et de tout le système qu'il représente. À travers le symbolisme, le film transmet un message clair. L'Amérique, je le répète, parce que c'est facile de détester les Américains. Le monde entier, en vérité, déteste les Américains. Je le vois, même à travers certains commentaires. Alors que c'est des peuples... Donc limite, j'ai envie de vous dire, des fois, j'ai l'impression que c'est le seul peuple qu'on est autorisé à détester sans être taxé de rien. Ni de raciste, ni de quoi que ce soit. Oh, tu n'aimes pas les Américains, c'est normal. Encore une fois, faites le distinguo entre la politique et les innocents, les citoyens. Je le répète, mais c'est vraiment important parce que... Voilà quoi. Et vous allez voir jusqu'où la symbolique est vicieuse. Les Stanford assistent à un moment donné au crash d'un pétrolier sur la plage. Le nom du navire, White Lion. Et ça, c'est hautement symbolique. Il faut savoir que le White Lion était un corsaire anglais opérant sous une lettre de marque hollandaise qui a amené les premiers Africains dans la colonie anglaise de Virginie en 1619, un an avant l'arrivée du Mayflower en Nouvelle-Angleterre. Bien que les captifs africains aient été vendus comme des serviteurs engagés, cet événement est considéré comme le début de l'esclavage africain dans l'histoire coloniale des États-Unis. Le White Lion est donc le premier navire qui a amené des esclaves en Amérique. Cela s'est passé en 1619 et cela a marqué le début de l'histoire pêcheuse du pays. Pendant plusieurs secondes, la caméra se concentre d'ailleurs sur un poste de radio de voiture tandis que nous entendons parler de retombées d'une cyberattaque en cours et d'une catastrophe environnementale catastrophique dans le sud, impactant les schémas de migration des animaux. Le fait que la station de radio soit exactement 16-19 pourrait impliquer que ces événements terribles sont une rétribution pour ce qui s'est passé dans le passé. Ceux qui me disent que c'est pure coïncidence, arrêtez. À un moment donné, Amanda Stanford lance une diatribe sur la méchanceté de l'Amérique, au lieu de chercher d'ailleurs son enfant disparu. Elle n'a pas dit « nous tuons tout être vivant sur cette planète ». Elle n'a pas dit « nous tuons », elle a dit un truc bien sordide, bien vulgaire. Tout être vivant sur cette planète et pensons que tout ira bien parce que nous utilisons des pailles en papier et commandons du poulet en liberté. Et le truc malade, c'est que je pense au fond de nous, nous savons que nous ne trompons personne. Je pense que nous savons que nous vivons un mensonge, une illusion collective convenue pour nous aider à ignorer, à continuer d'ignorer à quel point nous sommes vraiment horrible. Tout au long du film, les cerfs fixent des gens de manière inquiétante. Ces créatures, généralement amicales, se sont clairement retournées contre les humains. La nature s'est retournée contre une société qui la détruit. En résumé, Amanda semble presque accueillir les catastrophes parce qu'elle pense que l'humanité est horrible et c'est exactement ce que l'élite veut que nous pensions. Parce qu'il faut bien être conscient que nous sommes le résultat d'un conditionnement et d'année après année de propagande en tout genre, je le répète, de conditionnement de masse, etc. Moi, je suis d'accord avec tout ce qui est dénoncé, entièrement, mais la vérité, c'est qu'il faudrait penser à montrer du doigt
les vrais responsables. Tout au long du film, on nous rappelle que l'Amérique s'est engagée dans le commerce des esclaves, que l'Amérique a détruit l'environnement et s'est fait de nombreux ennemis à travers le monde par le biais des guerres. Par conséquent, elle doit mourir et devenir partie d'un gouvernement mondial. Vous savez ce qui est drôle ? Toutes ces mauvaises choses ont été commises par les élites de l'époque. Et maintenant, ces choses sont utilisées pour justifier la chute des États-Unis. Et ça, dans l'indifférence générale, parce que je vous le disais plus tôt, tout le monde déteste les Américains. C'est la vérité. Plus du tout à la mode, quoi. Tout cela peut facilement devenir une réalité parce que tant de citoyens américains ont été conditionnés à haïr leur propre pays et à accueillir sa chute qu'on est en train de se dire que c'est un plan, que leur plan est un plan qui se dirige sans accroc. De plus, ils sont facilement manipulés parce qu'ils n'ont pas de valeurs fondamentales ni d'institutions. Même l'unité familiale s'est aujourd'hui effondrée aux États-Unis, j'en parle en connaissance de cause. Face à l'adversité, même dans le film on le voit, les personnages du film ne se rassemblent pas et ne relèvent aucun défi. Au lieu de faire quelque chose d'héroïque, parce que c'est ce qui se passe généralement dans les films catastrophes et dans ce genre de films, nos protagonistes sont simplement handicapés et se vautrent dans leurs instincts les plus bas. C'est la seule chose que l'élite veut pour nous. Clay fume de l'herbe avec Ruth, qui est quand même censée être, qui a l'âge de son fils, et engage une conversation semi-flirtante, des limites écœurées par le gars, alors que c'est censé être l'un des personnages principaux et que tu es censé avoir de l'empathie. Dans la scène la plus gênante de 2023, Amanda et JH se saoulent et dansent sur Toulouse de Nex. Ensuite, les deux se rapprochent littéralement. Apparemment, il suffit de quelques heures et de vin pour qu'ils soient tentés par l'adultère et détruisent potentiellement leur famille en dépassant, grâce à l'alcool, le fait qu'au début, elle était blanche, il était noir et que les deux, entre eux, ça passait pas aller. Donc, tu vois vraiment le truc qui n'a pas de sens. Pendant ce temps, la petite, elle prend un vélo et carrément, elle disparaît, elle quitte la famille. Rose, elle gare son vélo devant une grande maison luxueuse. Le film ne cesse de nous dire que seuls les très riches survivront au cataclysme. Parce que là aussi, j'ai oublié de vous le dire, mais on est quand même dans une des régions les plus chères. C'est un peu la campagne new-yorkaise, on appelle ça les Hamptons, et c'est quand même l'un des endroits les plus onéreux des États-Unis peut-être. À l'intérieur de cette maison, Rose découvre un immense bunker souterrain contenant tout ce dont on a besoin pour survivre pendant des mois. Mieux encore, elle trouve une énorme collection de DVD qui comprend sa série préférée. Le film se termine avec Rose baignant dans la lueur d'un écran de télévision, échappant à la réalité et vivant à travers les médias de masse. C'est la seule chose qu'ils veulent pour nous. Ensuite, le générique se déroule sur la chanson thème de Friends qui, ironiquement, décrit la relation entre Rose et les médias de masse. En conclusion, les amis, Leave the World Behind a été réalisé avec la contribution de certaines personnes les plus puissantes du monde et cela se voit. Ce n'est pas du divertissement, c'est de l'endoctrinement. C'est une programmation prédictive ou un scénario qui est présenté au public pour qu'il puisse être plus facilement accepté lorsque le moment viendra. Vous le savez, c'est leur motus operandi, je vous l'ai dit à de nombreuses reprises. À un niveau plus profond, le film est une façon de libérer l'élite de ses devoirs karmiques, car ils pensent qu'ils doivent avertir le public de leurs actes maléfiques et destructeurs avant qu'ils ne se produisent. De cette façon, au lieu d'être des victimes, les gens sont des participants volontaires dans le mal, libérant ainsi ceux qui en sont responsables de la rétribution karmique. Si cela vous semble fou, eh bien, je ne vous en veux pas. Ces gens sont fous et nous vivons des temps de fous. Je veux croire que pour certaines personnes, c'est même difficile d'envisager. Certains pourraient dire que ce film n'est qu'un film idiot et que nous ne devrions pas trop y penser. J'espère qu'ils ont raison, mais comme je vous l'avais annoncé d'ailleurs dans mon Instagram, puisque je suis très active, ceux qui ne me suivent pas, rejoignez-nous, Mark Zuckerberg, lui, il a l'air de croire que le film, il dit la vérité, puis qu'il vient de dépenser, je crois, un peu plus de 120 millions pour se construire un bunker à Hawaï, luxueux.
Quoi qu'il en soit, le film accomplit déjà un objectif majeur de l'élite, effrayer et démoraliser les masses. Merci Barack. Voilà les amis, c'était moi, c'était ma lecture. Je sais, je pense que cette vidéo, elle va être, je vais démonétiser très certainement comme la vidéo d'avant et la vidéo d'avant. Bon, ça c'est pas grave. Mais surtout, j'espère que vous avez bien compris le message où je veux en venir. Je le répète, faites vraiment le distinguo entre la politique américaine et comment les politiques américains se sont comportés et les atrocités qu'ils ont fait, sachant que eux font partie de l'élite et que après on a le peuple et que le peuple c'est compliqué mais vraiment moi ce film c'est comme ça que je l'ai reçu, c'est comme ça que je l'ai perçu. Dites-moi si vous l'avez vu en commentaire ce que vous en avez pensé. Après désolé, c'était pas la super vidéo de Noël que j'aurais voulu vous proposer, mais vraiment je pensais aussi avoir plus de temps. Bon, je pense que c'est pré-Noël parce qu'il y a toutes les choses à prévoir pour Noël. Derrière, ça sera un peu plus calme et je pourrai vous proposer une vidéo pour la fin de l'année 2023 qui, j'espère, sera un peu plus festive et vous plaira. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous souhaite encore un très joyeux Noël à vous et à vos proches. Vous connaissez le système, on like, on partage, on commente pour éviter que je sois striké. Si on est nouveau, on s'abonne. C'est un petit cadeau de Noël qui me touchera toujours. Voilà, je vous souhaite que des bonnes choses, que le meilleur. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et surtout, n'oubliez pas les amis, stay safe.